Parlons de Twitch et de la chaîne YouTube secondaire de VOD et Let's Play. Ça va faire environ 2 ans que je suis fibré et que donc je vous propose des lives toutes les semaines sur Twitch. Genre vraiment toutes les semaines. Puisque le peu de fois où je suis parti en vacances ou été malade, ça ne m'a pas empêché de proposer au moins 1 ou 2 jours de stream sur la semaine. Et là j'ai aucun souvenir d'une semaine où je n'ai pas stream. Du coup, des streams toutes les semaines depuis maintenant je crois plus de 2 ans qu'on est fibré. Mais je trouve que c'est que depuis environ 1 an sur Twitch qu'on est sur quelque chose de plus qualitatif que les premières fois. Je trouve que le rendu sur le stream est beaucoup plus beau qu'avant, même sur les VOD, les Let's Play, même les miniatures des VOD, des Let's Play, je les trouve beaucoup plus qualitatives maintenant qu'il y a 6 mois. Ce que j'aime bien avec le fait de m'occuper de la chaîne Twitch et de la chaîne de rediff de Let's Play sur YouTube, c'est un truc en plus de YouTube où il y a des choses qui évoluent. Sur Twitch c'est un peu plus lent, c'est un peu plus compliqué l'évolution de la chaîne, mais ces derniers mois sur la chaîne secondaire, il y a de plus en plus de gens qui commentent, il y a de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de vues sur les Let's Play. C'est aussi une des choses qui motive en plus de ce qui se passe par rapport à la chaîne principale. Le parcours Twitch depuis qu'on est fibré, c'est grâce à votre soutien que le matos a évolué et qu'on peut proposer une meilleure qualité depuis plus d'1 an maintenant, quasiment 2 ans. Parce qu'avant qu'on soit fibré, on a aussi fait des petits lives, mais c'était vraiment pas pareil. Là, c'est vraiment depuis qu'on est fibré, depuis plus d'1 an après qu'on a été fibré, où là ça a vraiment augmenté, en grande partie grâce à votre soutien. Les vidéos Let's Play sur la chaîne secondaire YouTube marchent de plus en plus et ça me fait beaucoup plaisir parce que ça concerne des Let's Play que j'affectionne. Par exemple, le Let's Play sur God of War Ragnarok, c'est des vidéos qui ont pas mal explosé en termes de vues ces derniers mois. Par habitude, une vidéo de Let's Play sur la chaîne secondaire, ça fait quoi entre 10 et 50 vues grand max. Et là, sur les vidéos style God of War, on est sur des centaines de vues. Il y a quelques vidéos aussi, par exemple, je crois qu'il y a quelques vidéos de Plague Tale Requiem qui ont fait quelques centaines de vues. Mais là, cette année, c'est vraiment plus que d'habitude. Et aussi, il y a eu The Walking Dead Destinies qui est sorti, bien que le jeu soit pas ouf. Vous avez été beaucoup à regarder les Let's Play de Walking Dead Destinies et ça a fait même plus de 1000 vues. Il y a plusieurs épisodes sur les 6 ou 7 qui ont fait plus de 1000 vues. Donc pour une toute petite chaîne secondaire, ça fait plaisir. Et là récemment j'ai relancé Red Dead Redemption 2 depuis le 25 décembre, donc je me fais plaisir, c'est ma 3e run, j'explore à fond le jeu, et donc les VOD rencontrent un petit succès aussi. Alors pas autant que God of War Ragnarok, c'est des vidéos de Let's Play qui font beaucoup plus de vues que la majorité des petites chaînes à Let's Play qui peinent à faire 10 vues par exemple par vidéo. Là notre chaîne, nos vidéos font plus que ça, donc c'est encourageant pour la suite. Encourageant aussi comme les streams Twitch le sont, puisque sur toute l'année, on est, bien qu'on soit à une moyenne de spectateurs d'environ moins de 10 spectateurs par stream, on est parfois moins, parfois on est plus, ça dépend des jours, ça dépend des jeux aussi je pense. Ce qui est vraiment stylé, c'est que à chaque fois que je lance un stream, il y a des gens qui viennent. Là même si c'est pas des stats de folie, je suis assez content de voir qu'il y ait toujours des gens en rendez-vous à chaque fois que je lance un stream. Donc le bilan Twitch en termes de fidélisation, il est plutôt positif. Encore une fois, un peu comme sur YouTube, c'est en forme de vague, des fois c'est moins, des fois c'est plus. Des fois c'est plus ou moins constant sur un mois, puis après ça l'est moins. Je pense aussi que ça dépend des jeux. Là par exemple en ce moment avec Red Dead Redemption, il y a quand même une moyenne plus élevée que d'habitude, ou qu'avant quand, je sais pas moi, j'étais sur un autre jeu quoi. Ce qui est vraiment plaisant avec le stream, c'est que c'est les meilleurs moments en fait. Je suis là, je joue à mon jeu, on discute ensemble de tout et de rien, surtout en parlant de jeux vidéo, de films ou de séries. Un moment vraiment agréable pour moi puisque c'est là où vous avez l'occasion, vous, viewers, abonnés, de venir échanger avec moi et de rigoler aussi. Un sujet que je pense peu de créateurs abordent, peu de petits créateurs abordent, c'est le moment où sur le stream, t'as pas forcément un chat actif. Quand c'est moins actif, moi je reste toujours dans ma bulle, dans la pensée que je tourne mon let's play, puisque la majorité du temps quand je suis sur Twitch, quand je lance un live Twitch, je tourne mes VOD, mes let's play donc pour la chaîne secondaire. Donc je joue, je parle pour les personnes qui sont sur le chat, mais également je pense aussi à celles et ceux qui me regarderont plus tard, vu que après c'est uploadé sur YouTube sous forme de let's play sur la chaîne secondaire. Donc j'ai ce truc là qui me fait tenir en fait, je reste quand même sur une certaine ligne de conduite.
Je me fais plaisir sur mon jeu tout en gardant un minimum à l'esprit que je suis regardé à l'instant T. Car il y a des personnes qui sont là aussi uniquement pour regarder et pas forcément participer au chat. Mais à contrario, quand le chat il est actif, c'est là où j'échange le plus avec vous, c'est là où je débite le plus aussi, où j'ai le plus d'inspiration pendant que je joue. C'est un truc qu'il y a peu de gens qui comprennent, mais quand tu as un chat actif, t'es porté en fait. Quand tu sens que t'es entouré, quand tu vois les pseudos des gens qui te regardent parler, être actifs sur le chat, ça te porte en fait. Pour moi, je trouve qu'un stream, c'est 50-50 entre le streamer et le viewer. S'il n'y a pas de viewer, il n'y a pas de streamer. S'il n'y a pas de streamer, il n'y a pas de viewer. Voilà, c'est du 50-50 pour moi. Et c'est aussi pareil sur l'ambiance. Il y a des gens qui arrivent à passer outre le chat et à produire eux-mêmes, entre guillemets, un espèce de show. Mais je peux vous assurer que si ces gens-là n'avaient personne sur le chat d'actifs, ils feraient pas leur show. Hein. Il y a vraiment ce truc-là que les gens doivent prendre, dont les gens doivent prendre conscience. Je pense parler pour à peu près tout le monde, mais vos streamers préférés, ils ont pas claqué des doigts. Il y a eu des gens et c'est parti d'un coup. Non, ça a évolué. Il y a des premières personnes qui sont venues sur son chat pour que ensuite naisse ce que vous connaissez maintenant. C'est vrai que quand l'activité sur le chat est amoindrie, moi, à comparaison de certaines personnes, j'ai au moins ce truc de me dire que je tourne ma VOD, que je suis pas entièrement tout seul, et j'arrive quand même à interagir avec mon jeu, interagir sur ce que je veux faire. Quand j'ai un objectif, je répète ce que j'ai envie de faire. Enfin, je donne un peu de vie à ce que je fais sur mon let's play Twitch. C'est mon avis, mais genre pour moi, un stream, je vois ça comme un truc qui se rapproche du spectacle vivant en fait. C'est-à-dire que tu es là pour produire, mais aussi interagir avec ceux qui viennent te regarder et te donner de la force. Je reviens au truc que je disais plus tôt, pour moi c'est du 50-50. Un stream marche vraiment très bien quand t'as les deux parties. T'as la personne qui produit et t'as la personne qui consomme, qui interagit avec toi et il se passe des choses. Et du coup 2023, on va se faire une petite liste des let's play fournis. On a fait du GTA Vice City en début d'année, les définitives éditions. C'était un beau kiff, mais assez honteux que Rockstar ait dû retirer Billie Jean de Michael Jackson. Parce que moi je me souviens très bien du début de GTA Vice City et je me souviens qu'à un moment donné, tu finis une mission et tu dois prendre un espèce de petit scooter, et quand tu prends cette espèce de petit scooter, c'est Billie Jean qui démarre tout de suite à chaque fois, et ça a été une grosse déception de ne pas l'avoir durant ce let's play. On a aussi fait donc AC4 Black Flag, qui était un réel plaisir. Hogwarts Legacy, un début excellent, puis après, au fur et à mesure du temps, c'est devenu le pire jeu. La duologie des Dead Island avec le Ralou et Simca Gyms pour le premier, on a bien rigolé, même si les jeux sont vraiment datés. Même le deuxième qui est sorti en 2023 là, en vérité, c'est un jeu de 2014, hein, en vérité c'était claqué. Hein. Les trilogies Crash Bandicoot et Jak et Daxter qui finalisaient notre marathon Naughty Dog qu'on avait commencé en 2022 avec Uncharted et The Last of Us. Donc du coup, Crash bien relou sur le premier, assez simple sur le 2 et le 3. Les Jak et Daxter, un vrai plaisir à redécouvrir et à finir, hein, parce que j'avais jamais fini aucun des Jak et Daxter, bien que Jak 2 était mon préféré à l'époque, sur lequel j'avais le plus joué. Je l'avais jamais fini. Du coup, sur les trois, le 2 restera pour moi le meilleur. Hein. Un aspect nostalgique, mais aussi évident, puisque ma durée de vie de jeu sur le 2 est quand même plus importante que sur le 3 par exemple. C'était des super jeux à refaire, Crash et Jak et Daxter, bien que y a quand même pas mal de moments bien relous dans les gameplays, surtout beaucoup dans les Jak et Daxter, entre le 2 et le 3, même sur Crash. Hein. Star Wars Jedi Survivor, énorme kiff aussi sur le côté, même si le côté de Souls-like est un peu moins marqué que dans Fallen Order, Survivor a une histoire bien meilleure et du secondaire bien plus quali, avec des vraies surprises. La trilogie des Metal Gear Solid, totale découverte, et j'ai adoré de constater à quel point le Kojima il était en avance sur son temps, depuis déjà longtemps dans le jeu vidéo. Ceci dit, les deux premiers opus, ils étaient vraiment très pénibles sur leur fin. MGS3 pour moi est le meilleur, et la fin beaucoup plus agréable et stylée que les deux précédents. Ce bémol, c'est que mon let's play, c'était sous émulation, donc la qualité était vraiment pas dingue. J'avais commencé avant que la collection du volume 1 soit annoncée, donc bien le seum. Donc pour MGS4, j'attendrai. Je ferai pas la même erreur. Returnal, le roguelike de la PlayStation 5, une DA totalement folle, un beau bestiaire et une histoire intrigante. Mais je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai fini par être saoulé, de ne plus avoir l'envie d'aller plus loin, mais pas impossible que j'y retourne un jour pour voir la fin. GTA San Andreas, mon GTA préféré, refait en 2023. C'était un vrai plaisir. J'avais des souvenirs de ce jeu, d'y avoir joué énormément, très longtemps, que l'histoire était assez longue, et en vrai, à comparaison de Vice City,
j'ai environ 7 VOD de plus avec San Andreas, et avec GTA 5 seulement 6 de moins, et avec GTA 4 autant de VOD, c'était à peu près pareil, donc finalement mon souvenir d'à l'ancienne est plutôt correct. GTA San Andreas est sûrement toujours l'un des plus longs GTA de toute la franchise. Du coup après San Andreas on a fait GTA 5 et GTA 4, autant vous dire qu'on est prêt pour le 6 en 2025. GTA 4 c'était excellent parce que j'avais jamais fini le jeu, mais je me suis tapé le bug de l'hélico à la fin. Donc c'est un let's play qui n'a pas la fin du jeu, ce qui est relativement triste, hein. C'est un bug qui existe sur le jeu en version PC sur Steam depuis la sortie, et en 2023 le bug il est toujours là en fait. Ouais, c'est honteux, hein. Comme le fait que le jeu n'a toujours pas de portage sur les consoles next-gen. On porte GTA 5 sur 3 consoles, mais GTA 4 non. On fait une définitive édition horrible sur le 3, San Andreas et Vice City, mais GTA 4 est toujours boudé le bazar. Peut-être que ça va sortir dans 1 ou 2 ans, peut-être là même en 2024 avant que GTA 6 ne sorte, peut-être qu'il n'y aura plus de bugs. On refera peut-être le jeu, je sais pas. Pour GTA 5, je me souvenais pas de tout, je l'avais fait qu'une fois à la sortie, donc c'était encore une fois un gros kiff également, puisque le refaire en exploitant vraiment tout, en faisant vraiment tout ce qui est d'annexe, tout ce qui est d'événements sur la map, un peu à la Red Dead 1, c'était un plaisir que j'ai pas vraiment fait sur la première fois. La première fois que j'ai fait GTA 5, j'ai beaucoup rush le jeu, je l'ai pas vraiment apprécié je pense, même si je reste persuadé du fait que le jeu n'est vraiment pas très long pour ce qu'il est. C'est GTA 5 et il est vraiment pas énormément plus long que San Andreas par exemple. Là sur GTA 5 je trouve avoir pris quand même plus ou moins mon temps. Après le truc c'est que entre chaque mission, quand tu explores un peu la ville, t'as pas vraiment beaucoup d'événements de map qui viennent. Surtout mon let's play, les événements de map j'ai dû en voir que quelques-uns. J'en ai vu que j'avais jamais vu avant sur ma première run, mais je trouve pas autant par exemple que mon rerun là de Red Dead Redemption 2. Si je dois faire une comparaison, je trouve que Red Dead 2, plus tu refais le jeu et plus tu découvres de choses que tu n'avais jamais vu avant. On a fait donc aussi Atlas Fallen, un jeu de chez Focus que j'ai pu donc démarrer en avance comme je vous l'ai dit. Un jeu vraiment à l'ancienne pour le coup, c'est pas... Il est daté quoi, sur pas mal de points, mais j'ai adoré le gameplay des combats et je les trouve bien épiques. Ça fait un peu beat'em all, un peu à la Devil May Cry sur certains aspects. On peut se battre à l'infini dans les airs, donc c'est très stylé. J'avoue que si les combats ils étaient pas aussi plaisants sur le jeu, je pense pas que j'aurais été au bout. Si jamais ça vous tente, je vous conseille d'aller voir donc mon test sur le jeu. On a fait donc aussi assez Mirage, j'ai consacré tout un gros tog sur le sujet. Pour vous en parler, donc je vous y dirige, allez-y. Spider-Man 2 PS5, une suite vraiment à la hauteur du premier. Il se passe énormément de choses durant cette histoire, je la trouve limite plus intime que le premier. Les vilains sont excellents, le duo d'araignées complémentaire et attachant jusqu'au bout. Quelques petits détails n'empêchent sur l'histoire que j'aurais bien vu se faire autrement, mais pour le reste, c'est une suite proche du perfect pour moi. Le gameplay subit une amélioration donnant l'ultime expérience de jeu pour un titre Spider-Man. Les balancements, le swing suite qui donne une totale liberté et la possibilité de ne jamais s'arrêter durant notre course d'un point à un autre. Il y aurait tellement de choses à dire sur le jeu, j'y reviendrai certainement en vidéo tog prochainement. Telltale The Walking Dead, la série de jeux vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques années, 4 ans environ je crois, peut-être un peu plus. Là c'est une redécouverte en ce moment, on a fini les 2 premières saisons. Là à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je compte faire la saison spéciale de 3 épisodes avec Michonne avant de faire la saison 3 dans les semaines à venir. Toujours sur Walking Dead, donc Walking Dead Destinies, forcément le jeu de l'année 2023. Dès les premiers teasers on savait que ça allait être une blague, mais bon c'est un univers le Walking Dead donc on lui laisse une chance. C'était le minimum syndical de lui laisser une chance. Fort heureusement, j'ai pris contact avec le distributeur français Just for Games, qu'on remercie au passage, encore une fois, merci beaucoup, qui a eu la gentillesse de nous envoyer une clé PS5, ce qui nous a permis de faire le let's play du jeu et que je puisse constater moi-même les dégâts. L'idée de base... c'est pas totalement mauvais, il y a certains aspects de gameplay intéressants comme par exemple le fait de devoir taper 1 ou 2 fois un zombie pour ensuite l'exécute avec un coup de couteau. C'est une mécanique très simple mais que je trouve très stylée. Mais soyons francs, c'est un jeu qui aurait dû sortir il y a 10 ans en fait, pas en 2023. Là c'est une honte et pourtant faire un bon jeu Walking Dead, c'est l'assurance de faire pas mal de ventes sur cette licence.
Avec de l'ambition, on pourrait avoir un jeu extraordinaire. En exclusivité mondiale ici pour vous, je vais vous révéler le fait que c'est un sujet qui va arriver prochainement, de proposer le meilleur jeu Walking Dead possible. C'est un truc que je vais vous faire en vidéo, une grosse vidéo. Je vais tout faire pour la sortir cette année et je vais vous prouver qu'on peut faire un bon jeu Walking Dead, monde ouvert même, carrément. Si les gens qui décident qu'est-ce qui se fait dans les jeux vidéo voulaient vraiment faire un très bon jeu Walking Dead, je pense que ça serait possible, mais les décideurs là, je sais pas, ils décident de rien. Hein. Si tu mets vraiment les moyens et de l'ambition sur un gros projet de Walking Dead en jeu vidéo, je pense que tu cartonnes. C'est ce que je vais vous prouver dans une grosse vidéo dans les mois à venir. C'est un truc que j'avais déjà teasé il y a 1 an et demi, 2 ans. Ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'il y a déjà pas mal de choses décrites pour cette vidéo là. On a aussi fait donc le DLC de God of War Ragnarok, Valhalla, le roguelike qui fait suite directe à la fin de Ragnarok, un DLC qui offre énormément de références à la trilogie originale et donne carrément une forme de nouvelle dimension à Kratos. C'est quelque chose d'assez spécial sur la fin, donc je vous conseille de le faire parce que il est gratuit, hein, le DLC. Hein. On a aussi commencé Yakuza Like a Dragon en fin 2023 et on continue là aussi en 2024. C'est la première fois que je rentre dans un JRPG comme ça. Les débuts ils ont été très compliqués, beaucoup trop de cinématiques, trop longues et ennuyeuses. Et c'est véridique hein, ce que je vais vous dire, mais c'est le seul jeu de toute ma vie où on stream et j'ai piqué du nez plusieurs fois durant des cinématiques, tellement c'était lent. En fait, il se passe des choses dans les cinématiques de Yakuza, mais le rythme, il est tellement lent que je piquais du nez mon cousin. Alors j'étais là, comme ça. Limite comme ça, frère. Oh, faut dynamiser ton truc. Je reviendrai pas sur tous les défauts que j'ai pu rencontrer durant ce jeu-là, parce que en mis gros détail, voilà, j'ai fini par apprécier le jeu, et je pense que c'est quelque chose qui a dû faire rage quit énormément de monde en commençant le jeu. Parce que du coup, Yakuza Like a Dragon, c'est le 7e opus de la saga des Yakuza, mais c'est aussi un renouveau. Donc ça a apporté un nouveau public, entre guillemets. Il y a des gens qui ont pu s'y intéresser, dont moi. On m'a dit que je pouvais jouer à Like a Dragon pour commencer à rentrer dans l'univers de Yakuza. Et oui, entre guillemets, tu n'as pas besoin de connaître l'aventure des 6 opus précédents pour commencer Like a Dragon. Mais le style JRPG comme ça, avec ce style de cinématique là, c'est certainement quelque chose qui a dû faire fuir énormément de monde. Moi je me suis accroché, parce que je voulais aussi vraiment arriver à ce point-là du jeu, où je pouvais vraiment apprécier le gameplay, voir ce que ça donnait, etc., avant de juger le jeu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, au bout des 2-3 premières heures de jeu, on dit vas-y c'est bon, saoulé mon copain, on arrête là-dessus. Donc ouais, je pense qu'il faut accrocher au style JRPG pour ensuite accrocher à certains personnages et au gameplay. Faut être déjà pas mal familier à ce style de jeu-là pour l'apprécier pleinement. Bon, moi c'est pas trop ma came, donc j'ai un peu de mal. J'ai eu un peu de mal au début, mais j'y suis là, ça y est. J'aime plutôt bien ce que je fais. J'aime le gameplay tour par tour. À voir. J'espère quand même que l'histoire derrière, ça va m'offrir des choses que j'ai pas vues ailleurs. Pour le moment, je suis pas dedans au point de dire que c'est une giga dinguerie, mais j'aime bien. On a aussi commencé BioShock. On a tenté l'aventure BioShock. Il y a que un épisode de Let's Play sur la chaîne secondaire. Donc bon. Vous imaginez bien que s'il y a un seul épisode, c'est que bon, avec BioShock, c'est pas trop bien passé. En fait, j'ai fait le premier épisode, j'étais un peu mitigé. J'ai fait le deuxième, et c'était une espèce de souffrance quand même. Hein. Parce que les bazars là, en tenue sous-marine avec les petites sœurs là qui les accompagnent, les mecs, ils sont là, ils sont partout H24. Ces gens-là, plus les autres qui sont partout, en fait, dans BioShock, tu respires jamais. En tout cas, en tournant ce deuxième épisode de BioShock, j'ai senti que je pouvais pas respirer, en fait. Je voulais avancer dans le jeu, mais je pouvais pas. Le jeu voulait pas que je joue, en fait. Il voulait pas que je m'amuse. Les munitions et le loot, c'est des denrées rares. Pour se soigner, etc., c'est des denrées rares. Donc, en fait, au bout d'un moment, quand tu butes sur plusieurs ennemis à tuer, c'est du die and retry à l'infini, en fait. Tu crèves, tu reviens à l'endroit pour mettre le plus de dégâts possible, tu crèves, tu reviens, etc. Bon, c'est pas vraiment ce que j'imaginais avec ce jeu-là. Je m'attendais à quelque chose de plus narratif, plus immersif, et finalement c'est pas vraiment ça, en tout cas avec ce deuxième épisode de Let's Play que j'ai tourné. Donc j'ai abandonné.
Peut-être que je reviendrai sur BioShock avec un peu plus de motivation pour voir comment ça se passe, mais là c'est capote là. Et enfin donc Red Dead Redemption 2 que j'ai commencé le soir, comme je l'ai dit plus tôt, du 25 décembre, et quel énorme putain de plaisir de retourner sur ce jeu. C'est donc ma 3e run en 6 ans, et pour celle-ci j'ai décidé de vraiment profiter du jeu, de tous ses détails, de toutes ses activités annexes à faire et de tous ces événements de BAP à découvrir. Durant ma seconde run, j'avais eu cette envie de vraiment profiter un max, mais finalement je l'ai pas vraiment fait. Là où au moment où je tourne cette vidéo, je dois être à plus de 20 épisodes du let's play de tournée, et je suis encore entre la fin du chapitre 2 et le début du 3, avec le campement au sud de Valentine's, ou du coup le campement à côté de Rhodes. Et donc je profite vraiment là. Donc je vous invite à rejoindre l'aventure à travers les épisodes du let's play ou en venant sur Twitch pour les voir en direct. Voilà pour ma rétro des Let's Play de 2023. Pour 2024, on va donc continuer Red Dead, Yakuza et les Telltales. Mais dans les sorties à venir pour cette année, on a donc Banisher qui va arriver très vite, Star Wars Outlaws et AC Red qui devrait sortir cette année. J'espère également un bon gros Death Stranding en fin d'année. En parallèle, il y a toujours notre slow marathon des Assassin's Creed à continuer avec Rogue, Syndicate et Origins. Ceci dit, Odyssey et Valhalla, franchement, j'ai pas du tout la motivation pour les refaire. On a aussi les Last of Us que je veux refaire avec cette fois-ci quelque chose de plus particulier. Je veux les faire en VOSTFR et mettre le filtre noir et blanc. C'est vraiment pour le délire de proposer quelque chose d'inédit en fait autour de Last of Us. J'aime beaucoup les affiches promo en noir et blanc de la licence, donc je sais pas, j'ai comme un feeling qui fait que je suis persuadé que ça va rendre bien en fait de faire un let's play entier en noir et blanc. Donc ce serait peut-être compliqué durant les phases de gameplay, mais en cinématique je suis plutôt sûr que ça va être très très beau à voir. Donc soyez à l'affût si jamais ce projet là de let's play en noir et blanc en VOSTFR vous intéresse. J'ai l'habitude de jouer en VF à Last of Us, mais j'ai envie de découvrir la VO et aussi envie d'apporter un truc différent avec cet apport noir et blanc. Donc on va commencer avec les questions de Twitter. On commence donc avec Linsenloss qui nous demande est-ce que ça va. Écoutez, oui, ça va bien. C'est la réponse que tout le monde fait. Mais dans les faits, plus ou moins, un coup ça va, un coup ça va pas. Je pense comme tout le monde. Hein. Il me demande si Walking Dead aura une vraie fin. Est-ce que je crains un possible remake aussi, vu que c'est très à la mode et probable vu la fame de la série. Je vais déjà répondre à Walking Dead, je répondrai ensuite après pour Assassin's Creed. Walking Dead aura-t-il une vraie fin? J'espère, avec Rick. Pour moi, Rick Grimes, c'est The Walking Dead. La série mère c'est terminé, c'est une fin très vite fait, c'est pas une fin qui me satisfait, moi, la fin de la saison 11 de The Walking Dead. Cette dernière saison de The Walking Dead faisait pas dernière saison. J'avais pas la sensation de voir la fin de quelque chose en fait avec ça. Pour moi, The Walking Dead c'est Rick, donc la fin de Walking Dead ça sera avec Rick. Là, on nous sort de The Ones Who Live avec Rick et Michonne, donc pour moi la fin de Walking Dead, la vraie fin de Walking Dead, ça sera avec la fin de l'histoire de Rick. Parce que c'est comme ça que se termine le comics. Donc pour moi, la vraie fin de Walking Dead, ça sera avec la fin de Rick. Voilà. On va me dire oui, il y a un épilogue avec Carl. Oui, mais c'est un épilogue. Donc voilà, laissez-moi tranquille. Donc est-ce que je crains un possible remake? Moi, ça fait depuis la sortie de Invincible saison 1 sur Amazon Prime, et aussi depuis que j'ai lu entièrement les comics, que j'exprime, que je le dis à qui veut l'entendre, que je veux une série d'animation qui reprenne le comics de The Walking Dead entièrement, qui l'adapte fidèlement. Alors si tu veux dire un remake par rapport à la série de Walking Dead par EMC, c'est même pas un truc que je crains, c'est un truc de... je m'en foutrais totalement, à moins que ça soit fait par des gens qui ont l'air de vouloir donner une vision un peu moins comme celle qu'a pu produire EMC avec un côté gore et très sale assumé jusqu'à la fin, parce qu'encore une fois, The Walking Dead EMC, à partir de l'épisode 1 de saison 7, après ça, c'est devenu autre chose, Walking Dead. Si jamais il y a quelqu'un qui débarque avec une idée sur l'ambiance, un truc qui se rapproche, peut-être pourquoi pas, qui va même plus loin dans certaines idées de ce que faisait Darabont dans la saison 1 et ce qui se reflétait dans la saison 2, pourquoi pas. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est l'adaptation de la vraie histoire de Walking Dead, celle du comics. Ça rejoint un peu le côté remake, quoi, voilà. Produisez-moi la vraie histoire de Walking Dead en série d'animation, parce que je pense qu'il n'y a que en animation qu'on peut vraiment tout faire. Là où en live action, t'es limité par le budget que tu peux mettre sur ta série et surtout sur tes possibilités en termes de CGI. Là, en animation, tes seules limites, c'est l'imagination, quoi. Hein. Donc, vu que tout est déjà foutu noir sur blanc
sur 33 comics. Il n'y a rien à faire, il y a juste à dessiner. Il n'y a rien à inventer, tout est là. Et puis ça pourrait aussi donner, pourquoi pas, l'occasion aux acteurs de EMC qui ont participé à la série de reprendre leur rôle dans cette série d'animation et donc apporter un autre jeu, quelque chose d'autre par rapport aux personnages qu'ils ont joués pour EMC. Ça pourrait être très intéressant. Sinon, au niveau Assassin's Creed, il me demande si j'aimerais un Assassin's Creed dans une période particulière pas encore traitée. C'était marrant parce que quand il a mis en réponse Linsen, c'est que il parlait de Assassin's Creed de World War 1 et c'est une vidéo que j'ai produite il y a déjà plus de 2 ans maintenant où je donne ma vision à peu près de l'histoire de l'assassin potentiellement. Je reprends aussi beaucoup de choses qui ont été produites dans l'univers, dans le lore de Assassin's Creed pour parler de ce potentiel jeu. Dans cette vidéo-là, ce qui vient beaucoup de moi, c'est surtout mes théories et ce que j'aimerais voir dans le gameplay. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo-là et ouais, un Assassin's Creed durant les années 1900, que ce soit en début, milieu, via les guerres mondiales ou un peu plus tard, par exemple, pourquoi pas sur la guerre froide, mais je crois qu'il y a déjà un comics, un seul tome ou plusieurs qui a déjà exploité la guerre froide et même la seconde guerre mondiale. Faudrait que je me renseigne dessus, j'ai pas tout lu non plus. Mais voilà, ces époques-là, ça m'intéresserait. Surtout qu'il y a un événement en particulier qui se passe entre les années 80, 90, 70. Dans ces 3 décennies-là, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe dans le lore de Assassin's Creed. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Aussi, une potentielle vidéo que j'aimerais traiter en mettant en scène un personnage très connu du lore et des jeux. Qui pourrait agir à ce moment-là par rapport à un événement particulier. Je n'ai pas envie d'en dire plus, vu que j'ai envie d'en faire une vidéo plus tard, mais voilà, ça se passerait à ce niveau-là. Donc un truc un peu plus moderne. Le problème en fait des gens quand tu leur parles de Assassin's Creed dans ces époques-là, un peu plus modernes, les gens sont là, oui mais il y a des flingues, ça fait pas très assassin quand même, c'est pas très Assassin's Creed, hein, les flingues, tout ça. Assassin's Creed 2, t'as un flingue, ferme-la. Voilà, c'est bon. Fin du débat mon copain. Assassin's Creed 2, Ezio, t'as un flingue. Donc ne me parle pas de flingue, oui c'est pas bon c'est un peu nul de faire un Assassin's Creed dans des temps modernes parce qu'on aurait des flingues, ça serait éclaté. Mon copain, faut à peu près savoir de quoi tu parles quand même. Merde. Autre question que nous pose aussi Linsen, qu'il s'est posé lui-même également, donc qui nous la pose, c'est quoi ton top 3 de tes vidéos depuis le début de ta chaîne? Et là, très compliqué. Il faut que j'aille voir la chaîne là. Faut que j'aille voir tout ça moi là. C'est une question compliquée hein. Là je scroll et je sais pas si je vais faire du coup un top, mais je vais m'arrêter sur les vidéos que je trouve les mieux travaillées, les meilleures à mon sens. Dans les vidéos très à l'ancienne, il y a la critique de ça chapitre 1 plus théorie qui est très vieille parce que elle a 6 ans hein. La miniature est dégueulasse, certainement que les passages vidéo et la qualité du micro de cette vidéo est dégueulasse, mais c'est une vidéo qui a très bien marché, sur laquelle il y a eu pas mal d'échanges, et en vérité, ça c'est des films que j'aime beaucoup, donc du coup je pense qu'elle fait partie des meilleurs, mais du coup à l'ancienne, donc c'est pas la même qualité qu'on peut produire maintenant, mais pour les vidéos à l'ancienne, là je compare par exemple, cette vidéo là est sortie pendant que je lâchais des highlights sur Dead Rising 3 qui sont vraiment des contenus obscurs de la chaîne. Autour de tout ça, il y a des vidéos qui n'ont pas le quart de ce que j'ai pu produire avec cette vidéo-là, je pense, à l'ancienne. Donc on a celle-là, il y a aussi le TOG sur Assassin's Creed Origins, qui est sorti du coup aussi il y a 6 ans. Ensuite, après, il y a il y a toutes les vidéos qui concernent Assassin's Creed, mais est-ce que c'est pour autant les meilleures vidéos de la chaîne? Je ne pense pas. Concernant Walking Dead, je pense que la vidéo Pourquoi la saison 4 de Walking Dead n'est pas si mauvaise et très bonne. C'est daté, hein, par rapport à ce que je peux produire maintenant. On a aussi donc les critiques salées sur la saison 5 de Fear the Walking Dead. Cette vidéo sur la saison 5A de Fear, c'est là où je pense que la chaîne a pris un petit gap à ce moment-là, à cette époque-là. Il y a 4 ans, Death Stranding, et j'avais fait un gros talk dessus. Je pense que c'est sûrement l'un des meilleurs talks que j'ai fait, avec peut-être The Last of Us 2 et Assassin's Creed Valhalla. On a donc la partie B de saison 5 de Fear aussi, de critiques salées, qui est la vidéo à l'heure actuelle encore la plus longue de la chaîne, avec 2h12 de contenu.
Linsen, la momie a inspiré Uncharted, la vidéo du coup en fuite avec Linsen Loss, vidéo qui du coup ne rencontre pas de succès à proprement parler, mais je pense que c'est l'une des plus sympas. Je pense que si vous n'avez pas vu cette vidéo, il faut la regarder. Concernant Dr House, je pense que la meilleure des vidéos de Dr House que j'ai pu faire, c'est certainement The Good Doctor plus fort que House. Une vidéo intéressante vu qu'à ce moment-là j'étais beaucoup sur The Good Doctor, du coup par le même créateur que Dr House justement. La vidéo sur le genre zombie que j'ai vraiment adoré faire, qui m'a pris pas mal de temps. Je dirais pas qu'elle est parfaite, mais c'est l'une des meilleures. Une autre aussi que j'aime beaucoup, c'est celle de Desmond et Leila égale Adam et Ève, Assassin's Creed Theory, qui aura une suite. Il y aura une suite à cette vidéo bientôt d'ailleurs. Une des grosses vidéos que j'ai adoré faire, une de mes préférées dans les meilleures, qui a été bloquée pendant un temps d'ailleurs. J'ai réussi à trouver une solution pour faire en sorte qu'elle soit de nouveau disponible. Donc je sais pas, peut-être que je la repartage ou qu'il se passe quelque chose là, parce que depuis que j'ai retiré ce souci de droit d'auteur qu'il y avait eu sur cette vidéo là sans que je me rende compte, et bah depuis ça ne prend plus de vue, je sais pas pourquoi. C'est Spider-Man le film qui a tout changé. Le premier film de Sam Raimi, Spider-Man. J'aimerais bien continuer en proposant une suite à cette vidéo-là, en partageant mon analyse sur le second film, pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, je pense que celle-là fait partie des meilleures vidéos. La vie après Six Feet Under, après avoir vu Six Feet Under, la série que j'estime être la meilleure. Fin 2022, le retour de Rick et Michonne après la fin de la série mère. Je pense que c'est certainement la meilleure vidéo Walking Dead que j'ai pu produire. Meilleure vidéo de cette année 2023. La critique salée, je pense. La critique salée sur la première partie de saison 7 de Fear, c'est la meilleure vidéo de l'année pour moi. Avec peut-être aussi l'analyse des trailers théorie sur Death Stranding 2 et aussi la vidéo de théorie, l'avènement de Loki sur Assassin's Creed et celle de Spider-Man 2. Le TOG 40 sur Assassin's Creed Mirage. TOG qui fait 42 minutes, on rappelle. Voilà à peu près. Seigneur que c'était long. J'espère que je vais bien rusher ça au montage parce que c'était bien trop long pour cette question-là. Sorry, mais c'était trop long. On a du coup aussi sur Twitter Seb Nawak qui nous demande quelles sont nos résolutions pour 2024 sur le plan personnel et YouTube. Des résolutions, j'en ai pas vraiment, si ce n'est continuer à faire ce que je fais et pourquoi pas être un peu plus stratégique dans mes choix de vidéos à faire, même si finalement à chaque fois je fais ce que je veux en fait. Hormis continuer de faire ce que je fais, voilà. Sur YouTube, on a la question de Amdox qui nous demande quel est le meilleur God of War. Sur la trilogie originale, je dirais le 3, et sur les deux derniers, je dirais Ragnarok. Laurent du Nord qui nous demande, qui voit que j'apprécie Mel Gibson, et qui me demande si j'ai vu le film Sons of Freedom, et si je comptais le voir ou que je n'en avais jamais entendu parler. Oui, c'est un film qui m'intéresse, que je n'ai pas vu. Je sais qu'il est sorti du coup en France il n'y a pas très longtemps. J'ai pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma, mais je le regarderai ce film. Si je me souviens bien, Mel Gibson n'est pas directement rattaché au projet, mais c'est un projet qu'il a suivi de loin, parce que lui comptait faire un documentaire sur le sujet que dénonce le film, et aussi l'acteur qui a le rôle principal de ce film, et l'acteur qui avait le rôle principal de La Passion du Christ de Mel Gibson en 2004. Donc il y a des choses un peu liées. Voilà. On a une question de Poppy. Allons-nous découvrir la deuxième partie des critiques salées de la saison 7 de Fear the Walking Dead? Quelque part, si t'as vu la vidéo là, tu as la réponse, ça va arriver. Le montage de cette deuxième partie de critiques salées sur la saison 7 n'est qu'à 30%. 30-35%. Donc étant donné que là je suis concentré à l'heure actuelle sur cette vidéo là que vous là tu la regardes, la vidéo elle est sortie, mais au moment où je la tourne, là je la tourne et après il faut que je la monte et que je l'upload. Donc là ça me prend du temps, là en début janvier, là celle-là, mais en parallèle je suis focus sur l'écriture de l'analyse et les théories concernant le trailer de GTA 6. En tout cas, la deuxième partie de Critiques Salées saison 7 de Fear the Walking Dead va sortir sur la première moitié de 2024, je pense, assurément. Donc je sais pas quand, mais ça sortira quand ça sortira. Entre temps, je vous invite fortement à regarder, à continuer de regarder la première partie de la saison 7 de Fear, à regarder les critiques salées précédentes que vous n'avez pas vues, parce qu'il n'y a pas que Fear en critiques salées, il y a aussi d'autres choses. Les Call of the Dead, Star Wars, il y a Full Metal Alchemist, le premier film de Netflix. Il y a d'autres trucs dans les critiques salées que Fear the Walking Dead, donc allez regarder ça aussi. On a Valuada qui nous demande si j'ai regardé The Walking Dead Dead City et si j'ai aimé. Aussi Valuada qui nous demande s'il y aura une autre vidéo EndoStream, vidéo je sais pas, mais en tout cas EndoStream 2024 va arriver et on va en parler.
Donc, dans les projets à venir pour 2024, on a l'Endostream 2024 donc. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le projet depuis 2022, chaque année, il y a un événement caritatif sur Twitch que j'organise et qui récolte des sous pour lutter contre l'endométriose, une maladie qui touche une femme sur 10. Elle se définit par la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de la cavité utérine, ce qui provoque des douleurs pelviennes invalidantes et qui fait que cette maladie est très handicapante et fait partie des handicaps dits invisibles, à tel point que c'est une maladie que trop peu de personnes connaissent. Donc très content de cet événement Endostream, très content que l'édition 2023 a fait mieux que celle de 2022. Bon espoir aussi qu'on aille plus loin pour cette année 2024. Donc réservez votre week-end du 15 au 17 mars. Et les 2 premières éditions soutenaient l'association Endomind pour la recherche. Cette année, on va supporter ce qui est sûrement pour moi le plus gros projet français sur le sujet, à ma connaissance en tout cas, c'est Endo Galaxy, porté par Marie-Rose Gallès, via l'association Alpha d'Orion. Endo Galaxy, c'est un programme de recherche complet sur l'endométriose, alliant recherche fondamentale et formation des soignants. C'est la réunification de divers scientifiques spécialisés dans divers domaines pour couvrir chaque aspect de la maladie, la comprendre et à terme trouver un traitement curatif. Je pense que je pourrais difficilement trouver un meilleur projet à soutenir concernant l'endométriose. Je vous attends nombreuses et nombreux pour soutenir ce projet. Ça se passera donc sur ma chaîne Twitch à partir de 18 h le vendredi 15 mars. Et je vous donnerai donc plus d'informations d'ici là sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter. Donc allez-y me follow. Vous serez au courant, peut-être que aussi je mettrai quelque chose dans l'onglet communauté sur la chaîne pour vous en parler. Donc voilà, Endostream 2024, ça a lieu du 15 au 17 mars cette année. Et je vous attends nombreuses et nombreuses pour soutenir Endo Galaxy. Donc voilà la conclusion 2023. Sur le plan purement statistique, vues, etc. sur YouTube, c'est un peu le flop. Malgré qu'il y ait des vidéos qui ont plutôt bien marché, à comparaison, il y a quand même plus de vidéos qui n'ont pas marché que de vidéos qui ont marché. Voilà, c'est comme ça, comme j'ai pu le dire, ça fait des vagues, il y a des va-et-vient dans le succès de la chaîne. On est une chaîne irrégulière, donc c'est comme ça. Je vous invite toujours à continuer de soutenir la chaîne, que ce soit à travers du coup le partage sur les réseaux, etc. La chaîne YouTube, la Twitch, le secondaire YouTube pour les VOD, etc. Sur Twitch, c'est là que vous pourrez interagir avec moi le plus, que ce soit pour parler JV, séries et films, ou d'un tas d'autres choses. En tout cas, c'est là où vous pouvez me trouver pour interagir. Donc si vous avez envie de passer, eh bien, passez là, un compte Twitch. C'est comme un compte YouTube, là, vous avez un compte YouTube, majoritairement, pour regarder les vidéos. Bah, c'est pareil sur Twitch, puis créer ton compte, tu rentres ton adresse mail, tu mets un mot de passe et basta, tu mets un pseudo, puis voilà. Et je vous souhaite quand même à toutes et tous une bonne année 2024. Je vais pas vous mentir en vous disant que ça sera sûrement une meilleure année que les années précédentes. Certainement que ça sera pas forcément le cas au niveau des événements sur le monde, mais prenez soin de vous, faites-vous passer en priorité, pensez à vous quoi. Pensez à vous, pensez à votre entourage, avant toute autre chose, avant toute autre personne en fait qui est extérieure à votre entourage. Pensez à vous, votre famille, vos amis proches. Et le reste, faut s'en foutre un peu, faut penser à soi. Et surtout prendre soin de sa santé, c'est les 2 choses les plus importantes. Et je pense qu'en prenant soin de tout ça, vous allez passer une bonne année. Je pense que vous allez passer une bonne année 2024 si vous pensez à tout ça en priorité. Donc sur ce, voilà, c'était la vidéo bilan 2023, un peu 2022. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Ciao!